Conor McGregor contre Michael Chandler a été annulé il y a moins de 2 semaines. Alex Pereira était en semi-vacances, semi-tournée de séminaire en Australie, blessé au pied. Il a répondu présent à l'appel. Jiri Prochazka était probablement en train de faire un jeûne sec de 5 jours dans le noir pour lutter contre ses démons et a répondu présent par télépathie. Bref, le rematch est officiel entre notre Shama et notre samouraï de l'ère moderne. Nous, on vous l'analyse juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à notre sponsor Unibet.fr. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Jouez de manière mesurée, s'il vous plaît. Alors, Brian, c'est un rematch d'un combat récent. Ils sont combattus l'un contre l'autre en novembre 2023, donc il y a une demi-année, un peu plus qu'une demi-année. Depuis leur première, ils ont tous les deux une victoire, le même soir, lors de l'UFC 300. Au lieu de faire notre structure habituelle, je te propose de parler du combat 1 et des ajustements à faire d'un côté comme de l'autre. Donc on va commencer par celui qui a perdu. Quelle est la ou quelles sont les raisons de sa défaite selon toi? Alors, moi, j'ai regardé à nouveau le combat et pour moi, les deux principales raisons sont... Alors, le fait qu'il a perdu un peu de méfiance dans le deuxième. Donc pour moi, il y avait vraiment dans le premier round un Jiri Prochazka qui mesurait la dangerosité d'Alex Pereira et donc qui se déplaçait relativement bien, qui engageait peu, on va dire. Et à partir du deuxième, j'ai eu l'impression qu'en gros, il s'est dit allez, c'est parti, je commence à lancer un petit peu à droite, à gauche. On a eu des belles phases de la part de Jiri Prochazka et je pense que ça l'a mis en confiance debout. Et ça a été une grosse erreur parce que voilà, hein, sa défaite. Donc ça, pour moi, c'est la première grosse erreur, c'est de s'être dit à un moment donné, ok, je peux continuer à striker avec Alex Pereira. Et la deuxième erreur, pour moi, c'est d'avoir trouvé, on va dire, le chemin de la victoire dans le premier round et de l'avoir nié au deuxième round, tout simplement, tu vois. De l'avoir nié, et pour moi, ça a été une grosse erreur. Il prenait le premier round aux yeux des juges, aux yeux des trois juges, et puis je pense de la plupart des observateurs, notamment parce qu'il met au sol, parce qu'il contrôle et parce qu'il frappe en demi-garde. Et c'est comme s'il ne s'était rien passé au deuxième round. Il laisse complètement cette option de côté. Et voilà, je pense que ça a été une de ses plus grosses erreurs. Ouais, totalement. Moi, on se consulte jamais avant nos podcasts. Dans mes notes, j'ai mis il a trop pris confiance debout jusqu'à en oublier que son chemin pour la victoire était dans la lutte, comme prouvé au premier round. Ah bah écoute, c'était mon résumé. Ouais, bah on est complètement alignés. J'imagine que vous les spectateurs aussi, vous devez être alignés avec nous sur ce point-là. Hein. Ouais, je pense que c'est difficile de le justifier autrement. Et je vais reprendre un élément que tu avais donné. Je sais plus si c'était dans la preview pour Pereira contre Hill ou dans le récap. Mais Pereira a vraiment cette capacité à faire croire à ses adversaires que ça va aller. Ouais. Et je crois que tu avais un peu imité en mode viens, regarde, tout va bien, ça va, tu arrives à striker contre moi. Et puis en fait, c'est un faux aperçu qu'il donne. Et je pense que Strickland avait dit ça dans une interview, que dans le combat contre Pereira, il se dit ah ben il frappe pas si fort, ça va debout en fait. Et en fait, au moment où il accélère, ça va plus. Et j'ai l'impression que Jamal Hill, c'était un peu la même chose aussi. Ouais. Il a fait l'erreur de rentrer en tant que striker MMA en pensant qu'il allait pouvoir l'ennuyer debout. Alors maintenant, à l'inverse, du côté de Jiri Prochazka, qu'est-ce qui se passait bien pour lui dans le premier combat? Pour Jiri Prochazka, tu parles? Ouais, pour Jiri, ouais. Ah bah pour moi, clairement, c'est cette phase de lutte et de sol qui nous a montré qu'il pouvait être à l'aise, au-dessus. Pour moi, c'est vraiment la zone ou la partie où il n'y avait pas trop de discussion possible, tu vois. Où il était, il était tout seul à faire le combat.
tant que ça restait debout, même s'il y a eu des belles phases, même s'il a touché, euh, je pense que, bah voilà, je pense qu'il y avait un réel danger et on l'a bien vu au deuxième. Donc pour moi, ce qui s'est réellement bien passé, alors non, je vais peut-être pas résumer à ça, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant chez Jiri, c'est déjà tout ce qui était changement de niveau. Exact. Changer de Ouais. niveau, boxer, changer de niveau. Ça, c'est Mhm. quelque chose, je trouvais, qui fonctionnait relativement bien et ça lui a permis notamment d'avoir cette amenée au sol. Donc, il a changé de niveau. Il a vu qu'il y avait un couloir pour pouvoir aller prendre la single leg. Il est parti dessus. Euh, j'ai trouvé que ses phases, quand il était en garde ouverte, étaient pas mal au début du deuxième round. Ce qui peut être intéressant vu à quel point Pereira a annihilé sa jambe gauche quand il est en Mm. orthodoxe. Mhm. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais, ça, c'est peut-être une piste de réflexion pour lui. Et puis, moi, je trouve que pour tout ce qui est attaque de single leg, la garde ouverte, c'est un avantage parce que la jambe avant est beaucoup plus proche et quand tu attaques, tu as la tête à l'intérieur, tu vois. Ouais. Donc, ça, j'aime bien, quoi. Mhm. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu les choses que j'avais vues. Bah, écoute, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais noté de manière générale l'intégration de la lutte. Clairement, il doit chercher à lutter, mais les meilleures touches qu'il a eues debout, c'est sur une base de feinte de changement de niveau. Il a feinté un changement de niveau, il est remonté sur un uppercut, ça a bien touché. Il a feinté un changement de niveau, il a envoyé un lead hook, c'était pas loin de faire mouche. Mm. Il a feinté 2-3 fois des takedowns qui ont fait reculer Alex Pereira. Ça permettait de gagner de l'espace, de le pousser à la cage, de libérer de l'espace derrière lui. Et puis sa variété peu orthodoxe, ça fonctionnait assez bien. Tu sais, à un moment, je crois que c'est au début du deuxième round, il feinte l'overhand, il envoie un low kick derrière, le low kick touche bien. C'est assez safe parce que tu peux l'envoyer de très loin. Le jumping front kick qu'il fait dans le début du Mm. deuxième round, ça touche. C'est aussi quelque chose de relativement safe si tu l'envoies sur un bon moment. Et comme tu l'as dit, quand il passait en gaucher, ça lui arrivait 2 fois, je pense, de passer en gaucher, envoyer un front kick et puis bouger. Mm. Et ce sont des trucs qui fonctionnent bien. Et donc là, quand tu écoutes tout ça, les techniques qui ont bien fonctionné pour lui sont celles qui s'envoient au kicking range. Il n'y a pas vraiment eu grand-chose qui a bien fonctionné à partir du boxing range, si ce n'est quand ça part d'une feinte d'amener au sol. Ouais. Mais encore une fois, pas prendre trop confiance en son pied-point. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut intégrer maintenant en ayant donc maintenant on sait ce qu'il a la raison de sa défaite. On voit ce qui a déjà bien marché dans le premier combat. Mm. Qu'est-ce qu'il peut apporter en plus dans la revanche pour maximiser ses chemins vers la victoire? Bah, je pense pas qu'il ait, techniquement parlant, grand-chose à ajouter, hein, tu vois. Je pense que De là, toute façon, c'est un short notice, donc il n'y a pas grand-chose voilà. qu'il peut ajouter. Ouais, je pense qu'il y a uniquement des ajustements, et les ajustements, c'est sur le fait que non, il n'y a pas de concurrence possible debout. Il faut pas faire un combat debout avec Alex Pereira. Il l'a prouvé à maintes reprises. Et quand bien même il a été mis KO par Israel Adesanya. Il faut rappeler qu'Israel Adesanya est un des meilleurs strikers que l'on trouve à l'UFC. Et deux, c'est difficile à reproduire ce qu'il a fait, tu vois. Ah ouais, bah c'est une séquence où ça pouvait partir dans les deux sens et Voilà. ça a failli partir dans l'autre sens Voilà. d'ailleurs. Donc Donc, ouais. ça, c'est déjà parti dans l'autre sens le Ouais. premier, à la première rencontre. Donc Ouais. Israel Adesanya acculé à la cage, qui cherche à échanger, à contrer, c'est déjà arrivé que ça se passe mal pour lui. Et c'est arrivé Clairement. régulièrement que ça se passe mal pour tous ceux qui ont cherché à échanger dans la boîte avec Alex Pereira, tu vois. Mhm. Donc non, moi je pense sincèrement que le chemin de victoire, comme il l'a montré, même si c'est en synchrone, c'est de mettre au sol, c'est de prendre cette demi-garde, c'est de frapper, c'est d'aller chercher le grappling, d'exposer peut-être aussi la fraude ceinture noire, tu vois. À un moment donné, ok, t'es ceinture noire en jiu-jitsu, ben, tu vois ce que je veux dire. Donc je Mhm. pense qu'à un moment donné, tu dois mettre, c'est pas mettre son ego de côté. C'est ok, par ego, je vais montrer que je suis meilleur qu'une ceinture noire, tu vois. Ouais, C'est ce que je lui c'est une dirais, façon tu de le vois. voir. Ouais. Ouais, C'est ce ouais. que je lui dirais. Voilà. C'est pas mal. Moi, il y a 2 points que j'ai, enfin une question que j'ai et un point que j'ai aussi relevé, c'est quand Pereira rate ses low kicks, ça lui arrive de mettre du temps à recomposer. Ouais. Donc je me demande si c'est pas une porte ouverte pour lutter à partir de ce moment-là. En plus, Mhm. tu rates un low kick, tu as le dos qui est légèrement exposé, donc tu as une entrée assez facile. Pereira est pas le genre de gars qui
revient sur un back elbow ou un backhand ou un spinning. Mm. Donc je pense vraiment que quand il rate, c'est low kick, il y a une entrée de lutte possible. Ouais. Et l'autre question que j'ai eue, c'est on a eu cette séquence dans le premier combat, elle pourrait se produire dans le deuxième. Est-ce qu'il doit bosser la Von Flue? Ouais, il peut, hein. La Von Flue, soit tu... Parce que même en la connaissant, de temps en temps, sur des guillotines, bah, c'est... Tu sais, il y a tellement d'enjeux que tu te dis, ouais, imagine qu'il réussit à recomposer ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc, moi, je parierais pas là-dessus, tu vois. Je peux l'entendre, voilà, s'il réussit à, à fermer la Von Flue, pourquoi pas. Mais je préfère qu'il exploite cette tentative de guillotine pour mettre au sol comme il l'a fait, qu'il sorte sa tête et puis qu'il tape jusqu'à plutôt obtenir un dos ou un TKO, tu vois. Ou bien la Alice Karov, quoi. Tu exploites ça pour une Kimura. Ah oui. Il a, je pense qu'à un moment dans le premier combat, tu vois qu'il pense à la Kimura et puis il lâche très vite. Mais il y avait l'angle pour la. Ouais, prendre. tout à fait. C'est ultra éphémère. Tout à fait. Ça peut être des petites pistes, quoi. Ça peut être des petites pistes. Par contre, ce qui m'a, enfin pas étonné, tu vois, mais dans le premier combat, il se retrouve un moment au clinch, Jiří Procházka et Alex Pereira réussit à en sortir, tu vois. Donc ça sera peut-être des petites adaptations à faire. Dans le contrôle à la cage, de plutôt peut-être aller privilégier les jambes, ramasser les hanches plutôt que le haut du corps. Je pense que, enfin voilà, comment il s'appelle, Alex Pereira est quand même reste relativement lourd, malgré qu'il vienne de la KT en dessous, et pas uniquement en termes de poids, tu vois, mais en termes de répartition de poids, être capable de stabiliser sa position, de se faire peser, tu vois. Ouais. Et donc j'aurais plutôt tendance à partir dans les jambes face à un adversaire comme ça. Et tant que tu parles de clinch, être très attentif aussi à la sortie de clinch, parce que dans le premier round, quand ils se relèvent tous les deux, c'est Alex Pereira qui gagne le moment qui suit. Ouais. Les 3-4 secondes qui suivent, c'est Alex Pereira qui est le plus agressif et le plus efficace sur un moment de reset, comme on peut appeler. Ouais. Donc après, là on aussi, a vu, il y a un point d'attention. Ouais. Après, on a vu Procházka qui a bien exploité cette sortie de clinch sur son dernier combat, tu vois. Exact. À un moment donné, il prend le collar tie, et hop, c'est vrai. Un crochet ça fait bien partie court dans la boîte et c'était bien vu, tu vois. On peut justement parler de ça parce que c'est vrai que là on parle beaucoup du premier combat. Ils ont chacun combattu une fois depuis. Du côté de Jiří Procházka, il n'y a pas eu d'amélioration sur sa capacité à défendre ou en tout cas à répondre au low kick / calf kick. Ça a été une grosse arme pour Pereira dans le premier combat et ça a été une belle arme pour Rakic à l'UFC 300. Jiří a toujours ce style qui repose un peu sur son menton, donc forcément contre un Alex Pereira c'est quelque chose qui n'est pas passé et qui ne passerait pas dans une revanche. Donc il y a quelques éléments qui m'effrayent par rapport à comment est-ce qu'il a évolué entre le combat contre Pereira et son précédent combat. Parce que clairement, quand tu perds contre le champion et que le gars est toujours champion, tu dois toujours avoir cette vision de qu'il faut que je bosse sur ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Parce que s'il a toujours la ceinture quand je récupère le title shot, il faut que j'ai travaillé sur ces chemins-là. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Par contre, effectivement, il semble avoir bossé sur tout ce qui se passe au clinch. Parlons du champion. À quoi doit-il faire attention dans cette revanche ? Bah, je pourrais partir des trucs un peu basiques, tu vois, de dire ouais, de pas penser que le combat est déjà fait parce qu'il l'a déjà gagné une fois. Donc forcément, il doit s'attendre à des adaptations, même si elles ne viennent pas, il doit s'attendre à des adaptations. Moi, je vois très très peu de changements du côté de Pereira. C'est compliqué en fait parce que on pourrait dire qu'il y a eu des phases où il a pris des coups et où on a eu un Jiří qui a pris la confiance. Mais en même temps, c'est ce qui lui a permis d'obtenir la victoire, tu vois. Exactement. C'était là où je me suis un peu arraché les cheveux hier soir. Ouais. S'il laisse aucun espace à Jiří Procházka de pouvoir se mettre à découvert, entre guillemets, il aura peut-être moins d'ouverture, tu vois. Il poussera peut-être trop facilement à la lutte où Jiří aura un avantage. Donc non, je pense que j'ai envie de dire qu'il doit arriver à peu près de la même manière. Et ouais. En fait, je pense que c'est lui qui le sait parce que hier, j'ai regardé 2-3 fois le combat pour essayer de me faire la meilleure idée. Parce qu'à la base, j'avais écrit genre
il a rien à changer, juste maximiser ce qui a bien fonctionné pour lui, notamment les calf kicks. Ça a très bien fonctionné. Il doit absolument continuer à envoyer ça en volume. J'avais dit que le côté patience et le fait d'absorber Jiri, ça, c'était une des raisons de sa victoire. Et après, en revoyant, je me dis, ouais, mais il y a certains moments où il se fait un peu acculer à la cage, ou en tout cas, il est sur le reculoir, et ça ressemble à un moment compliqué pour lui. Ouais. Et donc, c'était clairement ça. Je me dis, il n'y a que lui qui sait. Est-ce que c'était vraiment très compliqué pour lui, les 2 moments où il est sur le reculoir et Jiri accélère? Le 3e moment, c'est là où il le finalise. Ou bien il était à l'aise, ça semblait compliqué pour lui, et dans ce cas-là, il peut répliquer ça dans la revanche. Parce qu'au final, il y a aussi, je trouve, 2 moments dans le 2e round où on a un Pereira qui met beaucoup plus de volume, qui varie bien, le jab, le low kick, un nouveau jab, un crochet. Et il gagne ces séquences de 30-40 secondes, il les gagne vraiment largement. Et donc, il n'y a que lui qui sait. Pour moi, il pourrait venir en mode, comme tu l'as dit, plus agressif, plus actif, mais dans ce cas-là, il doit vraiment construire son KO. C'est pas Jiri qui va lui donner une ouverture, c'est lui qui doit créer son opportunité. Ou bien il revient un peu en mode, ok, je t'absorbe et quand tu prends trop confiance et que tu surengages, je te finalise. Ouais. Ou bien comme il a fait dans le premier combat, un mix des deux, ce qui est très perturbant pour un adversaire. On est sur il accélère maintenant, il m'absorbe maintenant. Et c'est... Ouais. On est sur un 5 rounds, hein, donc il faut vraiment avoir en tête que ce premier round a peu de... comment dire ça? Il y a peu d'adaptation à faire dans son style à Alex Pereira, parce que on a un combattant qui est bien rodé, qui sait comment ça fonctionne, et qui va investir en fait dans le premier round. Il va investir, donc il voit. S'il met légère pression et que le gars recule, ok, il commence à installer son jab. S'il sent que le gars veut répondre, il recule et cherche à absorber, tu vois. Et dans tout ce premier round, on est vraiment là-dedans. Et puis, il exploite ses calf kicks, il envoie des jabs, il est patient. Et en fait, il y a réellement une sorte d'hypnose comme ça un petit peu, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Tu te retrouves avec un Jiri qui ose pas rentrer parce qu'il sent que le gars est prêt à contrer. Donc, à un moment, il se dit, je vais pas rentrer, donc je recule. Quand il commence à reculer, il avance, il commence à utiliser ses jabs, chercher à construire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que sur le premier round, je vois pas trop dans son style, en tout cas dans sa manière de combattre, je pense qu'il n'avait pas grand-chose à changer, si ce n'est peut-être au niveau de la lutte, tu vois. Au niveau de la lutte, cette guillotine, à chaque fois, je suis repassé le combat 3 fois, mais la guillotine, ouais. Réflexe, hein, il l'avait contre Blachowicz aussi. Donc ça, c'est un pattern. C'est un pattern. Et justement, une de mes questions qui allait arriver, c'était sa défense de single, il frappe plutôt que chercher à défendre et désengager. Est-ce qu'il y a un ajustement à faire là-dedans? Au moment où il frappe, c'est pas trop problématique. C'est-à-dire que quand il frappe, on a un Jiri qui met sa tête de côté, enfin à l'extérieur de la single leg pour pouvoir se protéger. Il attaque sa guillotine qu'il tient. Ça me fait rire parce que sa tête qui fait comme s'il était sûr de lui alors qu'elle est éclatée au sol. Il n'y a pas de guillotine, mec. Reste pas là, tu vas te faire soulever. C'est ce qui s'est passé, tu vois. Et ah là là, ça me fait rire parce que en plus j'ai en tête des fois, je me rappelle d'un gars au club qui avait tendance à prendre des guillotines comme ça. Il attendait, il se faisait mettre au sol à chaque fois et putain, à chaque fois je l'engueulais, je dis mais arrête de tirer des guillotines comme ça, quoi. Bref. Je pense que l'adaptation, elle est là. Je pense que non, frapper, c'est bien. Soit tu réadaptes ta guillotine pour l'engager de manière un peu plus correcte, pour créer un vrai V avec ton bras et vraiment menacer pour qu'il ait un intérêt à sortir. Soit tu décales tes hanches, tu lèves ton genou pour pouvoir défendre et continuer à frapper malgré la tête extérieure, tu vois. Je pense que là, il y a des adaptations à faire, tu vois. Clairement. Je pense que sur ce combat-là, si on part du principe que Jiri va faire des adaptations pour mettre au sol parce qu'il veut cette ceinture, parce qu'il veut gagner et pas juste faire le spectacle, le meilleur moyen pour Alex Pereira de l'emporter, c'est d'avoir réadapté son système défensif de mis au sol, enfin de réadapter, de faire des ajustements sur son système défensif, notamment sur la single leg, et de montrer que non, c'est lui le patron, tu veux me mettre au sol en lutte, au clinch, il a déjà montré qu'il était capable de sortir. Tu vas attaquer mes jambes, je te montre que j'ai un système défensif et que tu n'y arriveras pas non plus. Ouais, c'est ça. En fait, Jiri reste quelqu'un de super dangereux pour quiconque debout. Il est tellement opportuniste, tellement imprévisible que
il pourrait nous surprendre et Ouais, mettre ah oui. Alex Pereira KO debout. Donc ça, il faut le noter aussi ici dans le podcast. On dit pas que c'est impossible pour Ah lui non, du tout. Hein. de le mettre à mal, mais c'est pas son chemin vers la victoire le plus safe. Et donc du côté d'Alex Pereira, il doit être attentif à deux choses. Est-ce que je fais face à un Jiri qui vient pour la victoire à tout prix et qui va beaucoup me lutter, et dans ce cas-là, je dois avoir une réponse à ça, ou est-ce que j'ai un Jiri qui vient un peu comme dans le premier combat, et dans ce cas-là, je dois être aussi un peu attentif à ces coups d'éclat. Et très souvent, face aux coups d'éclat, ce qui fonctionne le mieux, c'est les trucs simples. Travailler sur mon jab, travailler sur mon low kick, mettre la pression. Ouais. Et ça, évidemment, ça fait partie intégrante du jeu de Pereira. Et dernier point, c'est aussi justement cette pression me permet de désengager quand l'autre attaque et de pas spécialement chercher à le contrer jusqu'au moment où j'ai tellement désengagé que lui vient me chercher, il surengage et là j'ai mon ouverture sur mon check hook. Ouais. Donc Pereira est dans un truc un peu semi-confortable dans le sens où je pense qu'il pourrait avoir réponse à tout. Il y a juste des questions qui doivent être répondues au début. C'est quelle est l'approche de combat de Jiri dans cette revanche. Ouais. Donc ce sera à lui à un peu ajuster son jeu dès le début pour mieux répondre à la stratégie de son challenger. Bon, on a fait un bon petit tour. Je pense qu'il est temps de parler des cotes. La cote de la répétition est à 1,56. La cote de la rédemption est à 2,28. On est donc sur un 60-40 à l'avantage du champion. Alors, le truc dont on n'a pas parlé, je l'ai dit en intro, mais on n'a pas parlé ici. A priori, Pereira a 2 orteils fracturés. Ah oui. Ouais, il avait un orteil fracturé avant son combat contre Jamal Hill, et il y en a un deuxième qui s'est fracturé pendant le combat contre Jamal Hill, d'après les rumeurs. Donc, il n'est pas en forme optimale, on le sait, mais comme on le dit souvent, c'est très rare un combattant à l'UFC qui rentre littéralement à 100% dans une cage. Donc, est-ce que ça pèse dans la balance? Est-ce que ça fait partie du facteur X qui rapproche du 50-50 plutôt que qui fait pencher de Oh non, l'autre moi côté? je pense que je pense qu'il aurait pas ses orteils cassés, on serait sur un 65-35, tu vois. Voilà, ouais. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc là, peut-être que les codes de Paris reflètent aussi cet aspect-là. Ouais. Parce que ça reste quand même à 60-40, donc ça veut dire que je sais pas comment les bookmakers voient le combat. Ils se disent, ok, Jiri Prochazka va plutôt grappler et lutter parce qu'il a vu qu'il y avait un chemin pour la victoire, ou est-ce qu'il va vouloir à nouveau échanger, et on a vu que debout, il pouvait mettre en danger Alex Pereira, tu vois. Je sais pas du tout. En fait, ouais, c'est ça. Tu peux croire que sur 2-3 moments, on a un Jiri qui touche vraiment bien Alex et qui le met un peu en difficulté, et que ça pourrait du coup, dans ces mêmes scénarios, dans une revanche, se transformer en un Jiri qui capitalise dessus et qui obtient un finish debout. Ou qui gagne à la décision, hein, parce que là, il avait son premier round. On peut partir, je sais pas combien de temps il restait, mais on peut partir que sur les échanges. Il aurait pu, s'il avait continué un petit peu dans cette dynamique, prendre le deuxième round, tu vois. Ouais, ça c'est un point. C'est vrai que tu en avais déjà parlé, et je pense que c'était justement en prenant exemple de Pereira, en disant qu'il y a des combattants qui savent gagner chaque round, et puis il y a des combattants qui construisent vers leur KO. Et les combattants qui construisent vers leur KO, ils sont un peu moins concentrés sur je dois prendre les rounds, parce qu'ils ont une confiance ultime en leur capacité à finaliser, même dans le 5e round. C'est ce qui s'était passé dans le premier combat MMA entre Adesanya et Pereira. Et forcément, face à un Jiri qui, a plus de volume par défaut, et 2, pourrait chercher à te lutter, est-ce que c'est dans l'intérêt de Pereira de garder cette confiance en mode je vais le finaliser, ou bien il devrait quand même un tout petit peu se concentrer sur il faut pas que j'oublie de prendre les rounds, parce que il a été durable contre Rakic, il a prouvé qu'il est très compliqué à finaliser, Jiri Prochazka. C'est pas la même. Donc ouais, peut-être que c'est pas la même, mais effectivement, il a été durable contre Texera, peut-être, tu vois. Aussi, ouais. Round 5, tu vois, là je suis un peu plus d'accord, mais ouais. Non, mais je veux dire, durable, il a encaissé des sales frappes contre Rakic et il est resté debout. Hein. J'ai regardé le combat, je trouvais que non, celui qui a pris les plus grosses patates, c'était Rakic quand même. Hein. Aussi, ouais. Mais, les deux ont bien tenu debout pour le temps que ça a duré. Donc c'est vrai que c'est une question qui peut se poser aussi. C'est quid de la décision. Ouais, je pense qu'Alex Pereira est arrivé aussi haut, non pas parce qu'il compte ses rounds, mais parce qu'il construit ses KO. Je pense que ce serait une erreur de vouloir se concentrer là-dessus, tu vois.
Mhm. Je pense que le fait qu'il construise va lui permettre de toute façon de prendre des rounds. Donc on pourrait très bien, même si ça a un peu la même dynamique, il perd le 1, le 2, et puis le 3, tu vois, le 3 il touche bien, il connecte un peu, donc il prend le 3 large, Bah, ou tu vois, ou... en fait, ouais, c'est vrai que tu peux partir de l'hypothèse que plus le combat va avancer, plus chaque calf kick qu'il envoie Mhm, fera réagir de douleur Jiri. Parce que dès le premier ouais, round, il réagissait de douleur. Et ça, mhm, c'est un dégât visible. ouais, Donc, on sait que dans certains combats, voilà, les juges survolent un peu les low kicks, les calf kicks. Mais dès le moment où tu vois le gars qui boite, le mec qui tombe sur un low kick, mhm, un calf kick, le mec qui montre qu'il ouais. a mal, là, ça commence à quasi scorer, je vais pas dire comme des knockdowns, mais comme des grosses, Bah, grosses, grosses patates, je quoi. t'avoue que c'est pour ça que j'étais un peu étonné que tout le monde voit le premier round de Ouais, Pereira pour Jiri Prochaska. Moi, je m'attendais, alors, j'avais pas réellement scoré dans ma tête comme ça, tu vois, mais j'attendais un truc un peu serré avec au moins un juge qui avait vu Pereira ou un peu de public et tout, et au final, non, tout le monde avait l'air 100% OK pour le premier round Prochaska, tu vois. je me demande s'il n'y a pas un, tu sais, en début de round, il y a souvent l'UFC qui met des tweets avec des Ouais. gens qui scorent. Et je me demande s'il n'y a pas un tweet, mais je te le dis, enfin, j'y ai fait attention, mais je me souviens plus exactement. Mais je me demande si le gars qui tweet, il donne pas le round à Ouais, Prochaska, mais en disant que c'est très serré. ouais, ouais, ouais. Il me semble Ryan Frédéric. Ouais, je Mais là, c'est crois. vraiment, Je pense ouais. que tout le monde était d'accord sur le fait que c'était bien serré, mais que ces deux dernières Mhm. minutes font réellement prendre à Jiri Prochaska. Euh, mais en tout cas, oui, oui. Mhm. Je pense que c'était serré. Je pense qu'il le prend aux yeux de tout le monde. Mais on va dire que tu vois, quand tu essayes de regarder un petit peu aux yeux de tout le monde pour avoir une sorte d'équilibre, souvent sur des rounds serrés, ben, il y en a qui donnent à l'un ou à l'autre, tu vois. Ouais. Là, j'avais l'impression que la majorité donnait quand même à Prochaska. Et ça paraissait pas serré, en fait. Alors que ça l'était, tu Ouais, vois. mais ouais, pour moi c'était très serré. Je me Ouais. demande si les gens se sont pas mis du côté de Prochaska par comment je pourrais appeler ça? Flemme intellectuelle. Ah, c'est Tu compliqué. vois que c'est serré, c'est plus facile de dire ok bah il a quand même été en top control pendant 2 minutes, il a été actif dans ce top control, Hmm. je lui donne. Alors que clairement, ce qui a le plus rapproché de la fin, enfin ce qui a le plus contribué à la fin d'un combat, c'était le travail de calf kick debout et l'accélération quand ils sont relevés de Pereira. Et Donc la guillotine. pour ceux qui n'ont jamais fait de jiu-jitsu, la guillotine pouvait paraître une attaque. Mais dans ce cas-là, on va pas les considérer comme étant valides dans le jugement. Donc ouais, moi, il faudrait que je revoie parce que j'ai clairement pas re-regardé le combat plusieurs fois pour scorer le premier round, mais plus pour produire l'analyse ici. Mais je serais pas surpris de trouver un bon argument pour que Alex Pereira le prenne. Mais donc finalement, on s'en fout un peu du passé, mais comme tu le dis, dans ce combat-ci, le fait qu'il construise vers un KO, il pourrait d'ailleurs avoir cette stratégie de je vais le finaliser par TKO low kick. Hmm. Euh, et donc il pourrait prendre les rounds avec cette approche-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Prono. Hmm. Euh... Ah là là, je vais partir du principe que Jiri va pas faire les adaptations. Ah, Je vais partir du principe que même s'il tente un peu de les faire, on aura un Pereira qui trouvera les solutions pour pouvoir se relever. Et je vais partir du principe que Pereira va l'emporter par KO TKO troisième. Plus tard, tu vois, plus tard dans le combat, ouais. troisième, quatrième, tu vois, mais dans la deuxième partie du combat. Ah. Moi, Par contre, depuis attends, hier. juste Ouais, avant, vas-y, je vas-y. rejoins les codes 60-40. Je pense quand même que c'est un Ouais. combat qui va être, enfin, comme je dis, un petit peu une pièce. J'ai du mal à voir Prochaska l'emporter juste avec le striking. J'ai vraiment du mal à voir ça. Ouais. Mais je pense qu'il aura besoin de menacer de la lutte, de fatiguer avec la lutte Hmm. pour pouvoir l'emporter. Voilà. Ouais, ouais. Après, il a typiquement le style du gars qui, tu sais, s'il obtient une amenée au sol assez tôt dans le combat et qui capitalise bien dessus, à partir du deuxième, il a vraiment le style du gars qui pourrait envoyer tellement d'informations à Alex Pereira que ça perturberait son expérience de striker, tu sais, avec beaucoup de changements de niveau, des feintes de regard, feintes de regard. Ah, il a envoyé ça d'ailleurs, feinte de regard, high kick, Mhm. et c'est là-dessus qu'il shoot après, je pense d'ailleurs. C'est aussi, ça peut bien fonctionner. Depuis hier, je jongle, je te jure, je peux.
je peux voir les calf kicks de Alex Pereira vraiment détruire le jeu de Prochaska très rapidement. Et puis Alex Pereira qui capitalise facilement dessus. Et comme tu le dis, KO TKO, comme dans le premier combat, à fin du deuxième, dans le courant du troisième round. Je peux voir un Prochaska qui vient avec les bons ajustements, qui vient pour pas trop faire le rigolo debout et lutter, fatigué, et même le surprendre sur un truc. Je sais pas. J'hésitais même à donner Prochaska à la décision. Non, mais encore une fois, si je m'aligne avec les codes de Paris, je vais donner la victoire à Alex Pereira. Mais je pense que si on avait fait le podcast hier soir, j'aurais donné la victoire à Prochaska. Tu vois, ça jongle trop dans ma tête. C'est très, Ouais, très donc on compliqué est à vraiment. pronostiquer pour moi. Après, Ouais. c'est normal, hein, on n'est pas, comment dire ça, on n'est ni devin ni quoi que ce soit. Sur une cote à 60-40, ça montre bien à quel point bah, c'est un flip coin, tu vois, Mhm. d'un côté ou de l'autre, hein, la réalité qui devrait se dérouler. Écoute, moi, je vais me calibrer sur euh, Pereira, TKO, quatrième, avec grosse contribution des calf kicks. Puis Mais ça part de de là. toute façon, en plus, alors, je pense que ça n'a pas. Sur le dernier combat que Prochaska a fait, je trouve qu'il a pris quand même pas mal de coups, tu vois, contre Rakic. Ouais. Ah oui, oui. Il revient d'un KO. On aurait pu s'attendre à ce qu'il mette un petit peu plus de lutte, tu vois, à ce qu'il soit un peu plus inquiet de son menton. Et au final, non, pas l'impression que ça lui ait changé grand-chose. Bah, tu sais, les jeunes de 5 jours comme ça te transforme. Hein. Ça- Alors, c'est vraiment là-dessus que je me base. Donc, je suis persuadé qu'il sait que c'est pas du tout la même puissance de frappe, le même impact, tu vois. Mhm. Mais quand même si t'es un gars qui tape 60% moins fort, tu commences à te faire un peu malmener au premier, tu te dis, bon, on va peut-être tester un peu la lutte, tu vois. Ouais. Tu t'as pas envie de te reprendre un deuxième KO. Et lui, il en a rien à faire, quoi. C'est ça qui me... Ah non, non, mais c'est vraiment le samouraï de l'ère Ah moderne. ouais, Quoi. c'est On ça, peut pas, mais c'est ça on qui peut pas se m'inquiète, mettre tu vois. dans sa tête. Tu vois. C'est comme Pereira, on peut pas se mettre dans sa tête de Ouais. est-ce qu'il était vraiment en difficulté contre Jiri ou ça faisait partie de son jeu, genre viens, t'inquiète, je t'absorbe. Mm. Et pareil pour Jiri, le mec est unique, complètement unique, donc c'est impossible de spéculer sur ce qui Ah se passe ouais. dans sa tête. Surtout dans un combat, tu as l'impression que c'est la définition du flow state, que Ouais, tout est à l'instinct, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et donc ça rejoint peut-être ce truc de, comme tout est à l'instinct, est-ce qu'il va vraiment venir avec les bons ajustements? Est-ce qu'il se pose ce genre de Mm. questions où il rentre vraiment dans cette cage en mode, on verra ce que mon corps va me faire faire, tu vois? C'est vrai. C'est vrai. Et donc, d'accord, ouais, donc je vois clairement les chemins vers la victoire pour Prochaska, mais je me conforte un peu dans ce pronostic. Ok. Parfait. Les amis, donnez-nous vos pronostics. Est-ce que vous avez des arguments solides pour l'un ou pour l'autre dans cette revanche? Revenge or redemption, comme on dit. Réponse ce week-end. Merci à tous. Abonnez-vous. À très vite. Ciao tout le Ciao. monde.